Pari manqué pour Novak Djokovic. Hier, en finale de l'US Open de tennis, le Serbe aurait pu remporter un 21e titre du Grand Chelem, record absolu devant Federer et Nadal. Il aurait pu surtout réaliser ce qu'on appelle le Grand Chelem calendaire, c'est-à-dire glaner la même année les 4 grands tournois du Grand Chelem, dont Roland Garros par exemple. Personne ne l'a fait depuis 52 ans, mais Novak Djokovic est passé complètement donc à côté de sa finale face à Daniil Medvedev. Avec nous pour tenter de comprendre les raisons de cet échec, Patrick Mouratoglou. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de New York. Vous êtes l'entraîneur de Serena Williams, le mentor aussi de Stefanos Tsitsipas et Coco Gauff. Et vous êtes aussi le fondateur de la Mouratoglou Academy. Avec nous également en plateau Bertrand Milliard. Bienvenue, vous êtes l'une des grandes voix du tennis en France, journaliste à Eurosport. Patrick Mouratoglou, la première question, elle est pour vous, elle est très simple, c'est ce que tout le monde se pose. Et comme on a un grand entraîneur comme vous, on ne va pas s'en priver. Qu'est-ce qui a manqué à Novak Djokovic ? Déjà, il a subi la pression. Il faut se rendre compte que jouer pour écrire l'histoire, c'est pas jouer un tournoi de tennis normal. Déjà, jouer une finale de Grand Chelem, c'est pas anodin, mais ça, il en a l'habitude. Mais là, c'est un match pour l'histoire. Et donc, le niveau de pression est démultiplié. On l'a senti venir, depuis des mois, il gagne parce qu'il a une marge énorme sur les autres joueurs. Mais en tout cas, moi, je perçois qu'il est extrêmement tendu. Le poids de l'histoire est très lourd à porter et face à lui, il a eu un joueur qui a fait un match absolument exceptionnel, parce qu'il faut quand même le dire. L'échec n'est pas dû qu'au fait que Novak était tendu. Il aurait pu gagner s'il avait eu un autre adversaire ce jour-là, mais bon, Medvedev a fait le match absolument parfait et à part un tout petit couac en fin de match où il a un peu tremblé, il s'est tout de suite repris et finalement il n'y a pas eu photo sur le match parce que l'écart était énorme sur ce match-là. Restez avec nous, Patrick. On vous retrouve dans quelques instants. On a vu cette raquette brisée, un peu la métaphore, comme ce rêve brisé. Vous avez commenté ce match, oui. Bertrand Milliard. C'est vrai que Patrick Mouratoglou signalait la performance de Daniil Medvedev. Ironie de l'histoire, c'est un peu son miroir. Un petit peu. C'est vrai que c'est un joueur qui est un véritable mur. Le jour où il se sent bien, il va tout remettre dans le cours. C'était le cas hier. En fait, il fallait une conjonction de deux choses hier. Il fallait un Medvedev à 100%, voire plus, c'est-à-dire que face à un match parfait, ce qui a été le cas, comme l'a dit Patrick, hormis à toute fin de match, et un Djokovic qui déjoue, qui soit rattrapé par la pression. Et c'est arrivé aussi. En fait, Novak Djokovic, les autres matchs, on l'a vu, il a eu du mal toute cette quinzaine, il a perdu souvent le premier set, il avait perdu 4 fois de suite le premier set, c'était la 5e fois hier, mais à chaque fois il avait su rebondir. Pourquoi ? Parce qu'en début de deuxième manche, souvent, lui restait sur son même niveau et l'adversaire en face qui avait du mal à gagner le set, baissait un petit peu de niveau et il parvenait à faire la différence. Ça a été le cas en quart contre Berrettini, en demi contre Zverev, même s'il y a eu 5-7. Hier, ce qui s'est passé, je crois que le tournant, c'est le début du deuxième set, il perd le premier, à la régulière. Et au deuxième, il a des balles de break. 3 balles de break dans le premier jeu de retour à 0,40. 2 autres dans le jeu suivant. Un incident avec la musique qui se déclenche en plein point alors qu'il est il est plutôt bien parti sur une balle de break. Donc on rejoue le point, ça l'énerve. Il n'arrive pas à breaker, il casse sa raquette. Et à partir de ce moment-là, il voit qu'il y a un mur effectivement en face et que ça va être très difficile de le déborder. Et là, je pense qu'il s'est dit, ça va être très difficile aujourd'hui avec la pression en plus. L'autre ne me donne rien. Et je pense que c'est vraiment le tournant, ce début de deuxième set. Medvedev tient ses 2 jeux de service. Et derrière, du coup, il parvient à aller gagner en 3 manches. Alors l'aspect psychologique, il est très important. Mais tiens, justement, vous, Patrick Mouratoglou, qui êtes l'entraîneur de Serena Williams, on pourrait dire qu'elle, du coup, votre joueuse, à chaque tournoi, elle se retrouve dans cette situation. 23 tournois du Grand Chelem. Le record absolu, c'est 24. Et encore, à l'époque, c'était pas tout à fait pareil. On n'était pas encore forcément dans l'ère Open, si ce n'est les 11 glanés par Margaret Court à l'ère Open. Qu'est-ce que vous lui dites à Serena Williams lorsqu'elle entame un tournoi du Grand Chelem ? Déjà, si j'avais trouvé la solution, elle aurait gagné le 24e, or elle ne l'a pas fait. Ça fait 4 ans qu'elle essaye, puisqu'elle a eu un bébé, elle est revenue, elle a fait des efforts immenses pour revenir au meilleur niveau, pour se donner la chance de gagner ce 24e Grand Chelem, voire le 25e, si elle voulait dépasser Margaret Court. Et malheureusement, elle a joué 4 finales, elle a perdu 4 fois, et les 4 fois... clairement, la pression de ces matchs-là était monumentale. Encore une fois, c'est quelque chose qui est difficile à percevoir. Mais justement, comment on travaille le mental et le psychologique ? Dites-nous, parce qu'on sait peut-être comment vous travaillez les revers, les coups droits, enfin, le physique aussi, mais le psychologique, comment faites-vous ? Comment tentez-vous, en tout cas ? Alors, déjà, la manière dont on s'entraîne au quotidien aide énormément le mental, puisque ça forge le mental. Quand on est bien préparé, on se sent beaucoup plus fort
mentalement pour affronter des difficultés que lorsqu'on ne l'est pas. Le fait de faire beaucoup de très bons résultats amène de la confiance également. Et puis sur ces matchs-là, il faut trouver les mots. Il faut parvenir à faire en sorte que le joueur soit centré sur les moyens à mettre en œuvre et non pas sur le résultat final. Mais finalement, quand ces matchs-là arrivent, tout leur rappelle que la seule chose qui compte, c'est le résultat final. On leur pose la question en conférence de presse tous les jours. Le public est soit complètement derrière eux, soit complètement contre eux, parce que ils sont trop dominants. Donc ça les rappelle toujours à qui ils sont. Et finalement, dans ce match-là, on l'a vu d'ailleurs pour Djokovic, il y a un parterre de stars absolument monumental qui vient sur le match parce que c'est un match pour l'histoire. Et donc tout leur rappelle que finalement, attention, on joue un match pour l'histoire et la difficulté est absolument monumentale. D'ailleurs, Serena s'est heurté plusieurs fois à ce problème-là. Et Novak, pour moi, c'était criant toute l'année. Et dans ce match-là, ça a été vraiment visible comme le nez au milieu de la figure. C'était trop lourd pour lui. Novak Djokovic, c'était trop lourd pour lui. Star mondial, adulé par les uns, détesté par les autres, sur les circuits et par les supporters. En tout cas, il y a une prouesse qui dit aussi peut-être beaucoup de lui, c'est qu'il est aimé dans toute l'ex-Yougoslavie et pas seulement en Serbie, son pays, comme nous le montre Malik Miktar. Pour ses compatriotes, à 34 ans, Novak Djokovic est le GOAT. N'y voyez pas la traduction anglaise du mot chèvre, mais l'acronyme de Greatest of All Time, le meilleur de tous les temps. Le plus surprenant, c'est que cette fierté va même au-delà des frontières serbes, dans tous les pays de l'ex-Yougoslavie, pourtant déchirés par la guerre dans les années 90. Le fait que Djokovic ait un langage plutôt fédérateur qui ne dresse pas un nationalisme l'un contre l'autre peut effectivement fédérer. D'autre part, il est lui-même d'origine diverse, que sa mère est croate et son père est serbe. Donc il peut représenter effectivement la nostalgie d'une Yougoslavie qui excellait au niveau sportif. Novak Djokovic se distingue par ses activités humanitaires. En 2014, par exemple, lorsque les Balkans connaissent les pires inondations depuis plus d'un siècle, il n'hésite pas à faire des dons en Serbie, en Croatie et en Bosnie. Si le Serbe a gardé ses attaches dans son pays d'origine, il n'hésite pas à se rendre notamment en Bosnie. Le tennisman se ressource fréquemment à Visoko, un village bosnien près de Sarajevo. Ses habitants sont essentiellement des Bosniaques musulmans. Il y a vraiment une énergie miraculeuse ici. Nos ancêtres et les anciennes civilisations qui ont construit tout ça ont laissé à nos générations quelque chose à découvrir. Son discours unit en Serbie, en Bosnie, en Croatie et au Monténégro. Il s'y sent comme chez lui, en dépit des guerres qui ont marqué le passé. Les habitants le soutiennent. Pour beaucoup, il fait plus pour la réconciliation entre les communautés qui peuplent les Balkans que les hommes politiques. Voilà, et malgré son échec, il fait toujours partie des meilleurs joueurs de l'histoire. Il pourra peut-être faire mieux, l'avenir le dira. Mais pourquoi il y a cette espèce de... on l'aime pas, ce joueur? Parce qu'il y a des petites choses un peu controversées. Il y a eu parfois des comportements qui ont été considérés comme limites, des pauses vestiaires. On revient sur la finale de Roland-Garros, par exemple, où il menait 2-7-0, il part 10 minutes, il revient, il est très fort sur les 3 sets suivants. Donc ça agace parfois les gens. Il y a eu aussi des pauses médicales, parfois à des moments un peu stratégiques dans les matchs. Il est parfois considéré comme faux. Alors, les gens le perçoivent aussi comme le troisième homme. Il est arrivé après Federer et Nadal. Et cette rivalité était déjà ancrée. Et en général, on n'aime pas le troisième homme. Si vous voyez Lendl, par exemple, qui est arrivé après Connors et McEnroe, c'est ce que disait John McEnroe lui-même, il n'a pas été accepté non plus, le troisième homme. Et souvent, il arrive trop tard. Donc, il a moins de popularité. Et ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que hier, pour la première fois de sa carrière, il a eu tout un public avec lui pendant une finale de Grand Chelem. Il a reçu beaucoup d'amour, comme on dit. Il a reçu beaucoup d'amour, et peut-être trop, finalement. Et c'est quelqu'un qui joue énormément de l'adversité, qui se nourrit de l'adversité. Ça l'a peut-être déstabilisé aussi. Et ça l'a peut-être déstabilisé. Et il a fondu en larmes au dernier changement de côté. Rare, Mais vraiment, il sanglotait. Ouais, on a vu. Et donc, c'est quelque chose, à mon avis, qui l'a marqué. Il gagne l'amour du public, mais il perd le match. Mais en tous les cas, peut-être que s'il veut gagner ce fameux tournoi qu'il ferait basculer définitivement dans la légende, il faudrait qu'il prenne un entraîneur français. Voilà pour ma transition, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais on va parler effectivement de ces entraîneurs français très prisés dans le monde. Et vous en êtes l'exemple, Patrick Mouratoglou. On peut citer Gilles aussi Servara, entraîneur d'Anil Medvedev, qui a gagné hier soir. D'ailleurs, il y avait une partie de la France dans cette finale de l'US Open. Il y a aussi Louis Borfiga qui a relancé tout le tennis canadien, on va dire à la vice-présidence de la Fédération canadienne. C'est l'équivalent de la DTN française. Patrick Mouratoglou, pourquoi êtes-vous si prisé ?
Alors, je ne sais pas si on est prisé, mais il se trouve qu'effectivement, on est un certain nombre. On aurait pu citer aussi Sam Sumik, qui est un entraîneur qui a travaillé avec Azarenka. Elle a gagné plusieurs grands chelems avec lui. C'est un des grands entraîneurs aussi du circuit féminin. On est un certain nombre de Français qui réussissons sur le circuit. On n'est pas des produits du tennis français, bizarrement, puisque que ce soit Gilles, alors Louis Borfiga peut-être plus, mais que ce soit Gilles ou Sam ou moi-même, on ne vient pas du sérail du tennis français. On a fait notre chemin de notre côté, tout seul, et on s'est forgé chacun à notre manière. Mais le tennis français a besoin de vous aussi. On aimerait vous voir à la direction technique nationale, par exemple, ou entraîneur d'un joueur français, non? C'est gentil. Enfin, écoutez, pourquoi pas, tout est possible, mais en tout cas, je pense, comme vous l'avez dit, que la France peut être fière de ses entraîneurs, et surtout à une période où on est un peu en difficulté dans le tennis français. On produit moins de champions que dans le passé. Il y a une nouvelle équipe qui est en place qui va mettre beaucoup de nouvelles règles, et je pense que ça va payer. Mais aujourd'hui, on peut être fier de nos entraîneurs au moins. C'est déjà pas mal, puisque Gilles vient de gagner son premier tournoi de Grand Chelem. Sam en a gagné plusieurs. Donc on a quand même en France du talent dans le coaching, et il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas des grands joueurs qui éclosent à l'avenir. Bon, je ne pense pas que Bertrand Millière va vous contredire. Non, mais il faudrait citer aussi Frédéric Fonton, on ne l'a pas cité, c'est l'entraîneur de Félix Auger-Aliassime qui vient de faire sa première demi en Grand Chelem, qui est épaulé aussi par Tony Nadal en consultant, mais ça aussi c'est une force, savoir s'appuyer sur des consultants de renom, comme l'ont fait les Canadiens là. Frédéric Fonton et Guillaume Marx qui a travaillé aussi avant avec Félix Auger-Aliassime. Bon, ils sont partis au Canada, ceux-là. Ils sont français, mais ils sont partis au Canada. Effectivement, il faudrait rapatrier, si possible, nos plus grands talents, mais c'est vrai qu'il y a une vraie réussite pour les entraîneurs français. Ça montre qu'il y a un savoir-faire. Après, comme l'a dit Patrick, parfois, c'est pas forcément un savoir-faire fédéral. C'est un savoir-faire qui s'est fait parfois tout seul, comme Patrick, ou comme certains garçons. Alors, je ne sais pas si Frédéric Fontan, par exemple, a été formé par la Fédé. Je suis pas sûr. Mais effectivement, il faudrait, si possible, à un moment donné, que les meilleurs entraîneurs français puissent entraîner. La question va finir par se poser. Allez, on termine parce que c'est la sensation tennis, évidemment, du moment. Outre d'ailleurs cette victoire de Daniil Medvedev et l'échec de Novak Djokovic, c'est bien sûr la victoire de la jeune Britannique, la prodige, on peut dire désormais, Emma Raducanu, qui remporte son premier grand chelem à l'US Open. Elle a que 18 ans, elle était 150e mondiale. Bertrand Milliard, comment expliquez-vous ce succès? Parce qu'on peut dire à la fois prodige, mais on peut dire aussi nivellement par le bas, non? Je suis pas sûr. On pourrait le dire effectivement parce qu'il y a énormément de vainqueurs différentes en Grand Chelem. Cette année, il y a eu 5 grands tournois, 10 finalistes différentes, les 4 Grands Chelems et les Jeux Olympiques. Donc on pourrait dire nivellement par le bas. Mais j'ai l'impression que non, que là, sur le US Open, on a eu un espèce de vent de fraîcheur incroyable. Le tournoi a été magnifique. Franchement, il y a eu plein de matchs superbes. Et les deux finalistes, Raducanu et Leila Fernandez, la jeune Canadienne qui vient de fêter ses 19 ans, je pense, ont vraiment un avenir toutes les deux. Ce qu'elle a fait, c'est du jamais vu. Il faut s'en rendre compte, elle vient des qualifications. Elle a gagné donc 10 matchs sans perdre un set. C'est la première fois qu'une qualifiée ou un qualifié arrive en finale de Grand Chelem, qu'il gagne, et en plus sans perdre un set. Donc c'est, à mon avis, un phénomène. C'est une superstar en devenir. Elle a tout pour devenir une superstar. En plus, elle a aussi une mère chinoise, donc elle a un marché en Chine, elle est déjà très... Et des racines roumaines aussi. Et des racines roumaines. C'est une joueuse qui, à mon avis, je m'engage un petit peu, mais qui va faire parler d'elle encore. C'est pas un one-shot. Patrick Mouratoglou, je vais être dur, vous avez 30 secondes, mais on imagine que vous allez la suivre parce qu'elle peut croiser la route de Serena Williams, cette joueuse. Oui, et puis de toute façon, je vais la suivre. Je partage complètement l'avis de Bertrand. Je trouve que c'est une joueuse qui est exceptionnelle. J'ai été subjugué par ce qu'elle a produit, à la fois... sortir des qualifications et gagner un Grand Chelem, c'est incroyable, mais même sur la manière dont elle a joué, la qualité de son jeu, le fait qu'elle n'ait pas tremblé un instant, ses qualités physiques, pour moi, elle a vraiment le package complet. Je pense qu'elle peut régner sur le tennis mondial pendant un petit moment. Merci beaucoup Patrick Mouratoglou, merci beaucoup Bertrand Milliard d'avoir été avec nous. C'était passionnant de parler tennis avec ces deux spécialistes.